Bonjour à tous, je n'aurai qu'un chiffre, 72. C'est le numéro 72 pour ce rendez-vous hebdomadaire de Digital Business News sur Demain TV. Et c'est le grand débat du web, l'actualité connectée avec 4 personnes autour de cette table pour en parler. On parlera aujourd'hui justement des startups françaises. Sont-elles armées pour attaquer l'international, pour avoir tout simplement un accès au monde entier, au global, comme on dit souvent. Ce sera le premier sujet du jour. On parlera du mot du web avec Stella Carpenter, nouvelle chronique depuis quelques semaines. Et puis, on aura l'occasion de parler de Digit. Alors là, si on parle de start-up françaises qui cartonnent à l'étranger et dans le monde entier, c'est le cas avec Jean-Baptiste Hironde. Salut, l'invité de cette émission. Tu vas bien ? Très bien, toi ? Ouais, super. On va fêter, dans quelques jours, tu vas fêter les 100 millions de téléchargements des différentes apps de Digit. Ça devient colossal, cette histoire-là, hein. Effectivement, donc 100 millions passés il y a quelques jours. Donc on célèbre à Paris, le jour de la fête de la musique. Le 21 donc juin. Le 21 juin, pour symboliser start-up musicales dans le top français, dans le top mondial, le jour de la fête de la musique, du coup, avec tous nos partenaires. Donc une start-up montée par des potes ingénieurs, dont toi, il y a quelques années, qui étaient des passionnés de musique et qui se sont dit, tiens, on pourrait faire un truc qui soit une application pour les DJ, virtualisée, est devenu un éditeur d'applications musicales qui est en passe, qui en tout cas veut devenir le leader mondial à terme des applications musicales sur mobile. Voilà. Français. Et français, donc pas on mal a joué, hein. Merci beaucoup. Et effectivement, on a vraiment commencé, je pense qu'on en parlera plus tard, mais d'une idée simple qui était de faire une app de DJ, à construire une société, donc, avec multi-produits. Y compris des petits objets, le Mixfader, par exemple. Des objets connectés. Donc on est vraiment passé d'une idée à une société, maintenant on est quand même 45 personnes, qui est restée en France, avec les fondateurs sont encore majoritaires, et avec 97% d'audience sur l'international. Bien joué, on en parlera tout à l'heure. À côté de toi, Perrine Le Goulon. Salut Perrine. Bonjour. Tu vas bien ? Bien et toi ? C'est la deuxième fois que tu viens nous rejoindre dans cette émission. Tu es la COO de Startup Bricks. C'est ça. Et toi, tu es plutôt en charge de toute la partie asiatique de l'histoire, même si tu es en contact avec tout ce qui se passe et tu pourras intervenir dans la première partie. Startup Bricks, c'est tous les pays émergents, en fait, toutes les startups, l'innovation des pays émergents. Exactement. Startup Bricks, c'est un média en ligne, un cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qui est startup et innovation dans les pays émergents, donc en Afrique, en Asie, mais aussi en Amérique du Sud. Qui est devenue une vraie référence, qui aujourd'hui est consulté par tous les grands organismes, par toutes les boîtes. Le CAC 40 s'intéresse à ça pour savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays. Vous êtes devenu référentiel en quelques années avec une petite équipe. Bien joué aussi, hein. Pas Merci. mal. Perrine, on discute avec toi dans un instant également de ces sujets-là. Et puis Jérémy Benmoussa en face, qui a mis une jolie chemise. Bon, on l'a fait vite, Lita, donc une application nouvelle formule. Ensuite, on a Schedulio, nouvelle formule. Nouvelle formule qui est arrivée aussi. Et Auto Messenger, nouvelle formule, on sort de la bêta. Voilà, c'est carrément un nouveau projet, pour envoyer des messages automatiques. Je ne sais pas si tu savais ça. Tu reçois quelque chose sur ta page Digit, par exemple, et tu peux programmer des messages automatiques sur Messenger directement aux gens qui sont venus là. C'est ça. Et en fait, ça génère un engagement génial pour tous ceux qui ont une page Facebook, qui peuvent directement contacter les utilisateurs. C'est vraiment un truc sympa, ça se met en place. Ça permet vraiment de contacter les gens en direct, et donc c'est un générateur d'engagement absolument génial. Et puis la chemise blanche à côté de toi, c'est Mastermind, c'est Emmanuel Parodi. Salut. Hello. Salut, ça va bien ? Oui, très bien. Bon, c'est toujours la lettre d'information pour les professionnels sur l'économie du web, on va dire au sens très large du terme. Voilà, la publicité, le modèle économique. Et puis les fintech également, il y a une newsletter spéciale là-dessus, il y a plein de choses qui se passent sur les fintech. Les startups françaises à l'épreuve du monde, c'est le premier sujet de cette émission. Est-ce que les startups françaises sont véritablement armées pour se lancer vraiment à l'épreuve du monde, maintenant qu'on a la fintech, la French Tech, avec toutes ces startups qui ont fait parler d'elles, mais dans des domaines plutôt technologiques? Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est assez représentatif? Et est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, de cette idée-là, que les startups françaises, à ton avis, ont-elles des atouts supérieurs aux inconvénients qu'elles ont pour aller attaquer le marché international? Déjà, on a énormément d'atouts, ça c'est sûr. Alors moi, je suis plutôt profil ingénieur et boîte tech, donc je dirais quand même que notre atout, c'est l'innovation. Je pense la formation qu'on a eue, des métiers du digital ou de l'ingénierie en France. En tant que bon ingénieur français, je prône l'excellence française dans l'ingénierie. Donc je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Après, est-ce que c'est suffisant? C'est la question. Oui, parce qu'en fait, il y a très peu de startups qui déposent des brevets. Dans le monde entier, c'est 20%. En France, ça n'est que 15%, alors qu'on a vraiment un vivier de chercheurs incroyable. Et on s'aperçoit que les startups qui ont des brevets au niveau international ont 3 fois plus de chances de durer dans le temps que celles qui n'en ont pas. Donc on a un vrai problème là-dessus sur le fait de bétonner un peu nos technologies quand même en France. On n'est pas très bon en paperasse, on va dire. Pour les documents, c'est pas évident. Nous, typiquement, on n'a qu'un brevet. On a posé un brevet alors qu'on a 10 produits. Et on passe plus de temps à se concentrer sur effectivement peut-être la technique et après le business,
plutôt que se concentrer sur le verrouillage du business en fait. Perrine, toi qui passes ton temps à l'étranger, notamment par exemple dans la Startup Valley indienne, à Bangalore entre autres, et là-bas on a des ingénieurs, des brevets, ils sont assez érodés plus facilement, ce genre de choses, est-ce qu'ils sont mieux armés, eux, pour être globaux? Ils parlent l'anglais déjà, ce qui peut aider aussi. Alors déjà, ils parlent l'anglais, c'est un très gros avantage. Après, est-ce qu'ils sont mieux rodés? Pas forcément. C'est sûr, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de techniciens, et les salaires sont moins chers, ça c'est des avantages incontestables. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'en France, on a des ingénieurs qui sont quand même très bien formés, donc avantage pour nous. Après, par rapport à l'Inde, oui, l'Inde, c'est un marché d'une taille colossale. Donc, pour les startups là-bas, c'est tout de suite un accès à un marché qui est énorme. Donc, ils ne pensent pas nécessairement global. Ils se disent déjà, le marché indien nous suffit ou pas? Oui, beaucoup commencent par le marché indien, mais ils peuvent peut-être plus facilement, ou du moins facilement, partir à l'étranger du fait de cette facilité un petit peu on aurait tous du mal à citer une start-up indienne qui a cartonné au niveau international. Pour l'instant, il y en a? Ça existe ou pas? Oui, alors on a beaucoup de start-up indiennes qui commencent à venir en France, justement, parce que c'est la nationalité la plus représentée dans le programme du French Tech Ticket, justement. Donc il y a le Blablacar indien, notamment. Oui, voilà, Zifi, le Blablacar indien. Qui vient carrément en France, directo, sans complexe, attaquer Blablacar, en fait, sur son territoire. Ils se sont dit, on est premier en Inde, pourquoi ne pas venir sur le marché de notre concurrent numéro 1, qui est Blablacar. Donc eux, ils ont un état d'esprit qui te semble être le même, c'est-à-dire on est dans le même délire un petit peu, dans l'envie d'être global, ou ils ont des spécificités différentes en Inde ou en Afrique, où tu vas souvent également? Je pense qu'ils ont des spécificités qui sont différentes, des problématiques qui sont différentes à celles qu'on trouve en France, ce qui fait que pour une start-up indienne, c'est peut-être plus simple de s'attaquer à des marchés, justement, par exemple, des marchés africains ou d'autres marchés asiatiques, en Asie du Sud-Est, que de venir directement en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les start-up sont armées pour l'étranger? Est-ce qu'elles ont la bonne démarche en France et les bons pulseurs, on va dire, Jérémy? Moi, honnêtement, je suis un peu partagé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai problème en France de financement, sur le nombre de développeurs, sur la formation, sur tout ça, qui est un problème récurrent qu'on a tous identifié ces 10 dernières années. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que tout va un peu dans le bon sens. C'est-à-dire que les nouveaux start-upers ont plutôt l'envie d'international que l'envie de créer quelque chose pour la région. Qu'ils ont plutôt ce mindset de se dire on va directement partir vers l'international, ou en tout cas concevoir nos produits pour que ce ne soit pas franco-français. Et puis, ils sont peut-être un peu plus ouverts aussi sur l'extérieur. Quand je dis le monde, je ne pense pas forcément aux États-Unis. Il y en a qui s'adressent à des marchés locaux qui sont juste pas en France. Mais globalement, je pense que ça va dans le bon sens. Et puis, on a aussi beaucoup de choses qui se déploient petit à petit à un meilleur niveau. Le financement s'améliore, même si c'est toujours pas ça en CID en France. Il y a Station F qui arrive dans pas longtemps, qui va aussi un petit peu porter les projets français, mais surtout les projets étrangers qui vont venir s'implanter en France. Et ça dynamise aussi. Ça s'améliore doucement, ça se construit doucement. Mais après, il ne faut pas oublier que l'écosystème en France, ce qu'on connaît aujourd'hui, ça s'est construit en une quinzaine d'années. Donc ça va dans le bon sens. Voilà. On n'est pas encore totalement rodé. On n'est pas encore champion du monde. Après, la réalité des choses, j'ai vu cette semaine qu'il y a 77% des licornes dans le monde qui sont soit américaines, soit chinoises. Ça nous laisse encore un joli boulevard pour nous développer et pour aller pas une quantité industrielle en France, hein, c'est pas... Non, mais ça vient. Mais il y a des bonnes compétences. Les ingénieurs français sont reconnus. Il y a des domaines où la France est vraiment reconnue comme un pôle d'excellence. Ça va dans le bon sens. Voilà. On n'est pas encore au niveau des États-Unis ou d'autres grands pays, mais on va dans le bon sens. Emmanuel, tu partages l'optimisme ou pas? Oui, alors sur le plan positif, il y a un écosystème en fait qui s'est mis en place, par exemple d'incubation. C'est-à-dire que la formation, ça a toujours été un point fort, hein, les ingénieurs français, etc. Donc là, du côté de la nouveauté, on accompagne d'un point de vue entrepreneurial par un réseau d'incubateurs qui finalement s'est mis en place les dernières années et qui maille le territoire. Ça, c'est nouveau dans les grandes agglomérations, etc. Donc, ça veut dire que ça va détecter les talents et qu'il y a une forme d'accompagnement, au moins sur les premiers stages, comme on dit. Voilà. Alors après, la difficulté, c'est le niveau de financement au-delà et est-ce qu'il y a un accompagnement à l'international. Mais ça, c'est quelque chose de classique qu'on trouvait déjà avec les PME, qui n'avaient pas forcément de relais dans les pays étrangers ou de soutien, là où, par exemple, les Japonais avaient complètement structuré cette stratégie l'entrepreneur était accompagné, études de marché à l'appui, dans les pays sur lesquels il voulait s'installer. Donc, je pense que là, ça pêche. Sinon, c'est toujours les éternelles discussions classiques, ça pêche sur la fiscalité, etc., qui fait que
celui qui veut se développer, au bout d'un moment, est-ce qu'il va s'installer dans le Delaware rapidement ou autre chose? Voilà, c'est plutôt la faiblesse. On parlait des startups indiennes, elles ont un marché de, je ne sais plus combien ils sont en Inde, 1 milliard quasiment, un peu plus. Plus d'1 milliard aujourd'hui. Les États-Unis, c'est un marché colossal. Une startup qui se lance sur ces marchés-là, elle a un vrai marché énorme pour commencer à opérer quelque chose, et puis après, elle peut devenir mondiale. En France, évidemment, le marché est tout petit, et il y a Frédéric Mazella, le créateur de Blablacar, qui dit qu'il faudrait créer un digital single market, c'est-à-dire un marché unique européen, d'une certaine façon, sur les startups, avec les mêmes règles pour tout le monde, pour toutes les startups dans toute l'Europe, qui permettrait à une startup de se lancer directement sur ce marché-là. Et si elle fait ses preuves sur les 350 millions d'Européens, évidemment, c'est plus facile d'aller à l'international. T'en penses quoi, toi ? Je pense qu'effectivement, la problématique qu'on a en France, ça dépend des business. Si on ouvre une boulangerie de quartier, ça va marcher. Ça a besoin de beaucoup de financement. Si on veut lancer dans le digital, justement, un nouveau service innovant, le marché français est souvent beaucoup trop petit pour avoir un business model en fait, qui peut avoir une chance d'exister ou que la société, dans les 3-4 ans, elle arrive à atteindre l'équilibre. Donc le but, c'est d'aller très vite à l'international. Et souvent, dans le digital, les gros marchés, ça va être les US qui tractent en fait, énormément, surtout dans notre domaine des apps. Et l'Europe, effectivement, pourrait rivaliser avec les États-Unis si elle était unifiée, si c'était les mêmes règles partout, s'il y avait les mêmes normes partout. C'est pareil, quand on veut déposer un brevet, on le dépose en France, puis on le dépose en Allemagne. Puis c'est vraiment, on est plus dans un métier on va dire, de juriste, de lawyer, etc. Plutôt que dans... C'est trop compliqué, en fait. Ça fait trop de barrières à l'entrée. Ça coûte très, très cher. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une des premières barrières aujourd'hui pour les startups françaises, c'est l'accès au financement. Et l'accès au financement rapide. Donc, ça va dans le bon sens. Maintenant... La question, c'est est-ce que ça va assez vite? C'est ça, 98% des startups françaises qui comptent des clients à l'étranger. Ça, c'est une étude qui a été faite. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement le cas. Enfin, apparemment, il y a un vrai mouvement. Et 82% des dirigeants en 2016 de startups disaient qu'il y avait le besoin d'aller plus vite à l'étranger. En fait, il y a une vraie volonté qui est là. Mais enfin, il y a quand même des freins aujourd'hui. Ça te semble une bonne idée, cette histoire de marché unique européen pour les startups, un petit peu? Oui, le ticket unique. C'est vrai que le marché français est relativement petit en taille et que donc pour une startup, pour avoir accès à un plus grand marché, pour tester plus rapidement aussi ses idées, avant de pouvoir s'étendre à l'international face à des marchés qui sont énormes, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, je pense que c'est primordial. Les startups françaises à l'épreuve du monde, ça ne se passe pas trop mal. Il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, en tout cas une nouvelle dynamique. Dans cette émission, depuis quelques semaines, il y a un nouveau truc. C'est pas l'instant T, c'est l'instant S, comme c'est là. Je crois même qu'elle est quasiment dans le champ. Elle est par là. Ah bah tiens, regarde, il y a une espèce d'apparition, je ne sais pas d'où elle sort. Allez, jingle, c'est parti. Et voici donc l'ouragan de service. Oui, Stella Carpenter. Bertrand, Et on commence à être bon, là. Bonjour tout le monde, ça va? Salut. Oui, ça va. Bon, très bien, ils ont pas sorti les parapluies, la tornade est là. Donc, le grand mot du web, qu'est-ce que c'est? On prend un mot qui est issu du web, on va à votre rencontre. Aujourd'hui, on a pris un mot que vous avez certainement dans votre téléphone, que vous avez certainement utilisé, un mot qui est en vogue, c'est l'ubérisation. Eh oui, ça te parle toi, hein? Ah mais moi ça me parle pas du tout. Et vous allez voir que je suis pas la seule. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis en direct du Uber de Brandon où aujourd'hui nous allons vous poser la question dans le grand mot du web, qu'est-ce que l'ubérisation? Et toi Brandon, tu sais ce que c'est l'ubérisation? Non, pas du tout. Bon, ok. Bon, mais j'espère que vous savez. C'est parti. Qu'est-ce que l'ubérisation? 1, 2, 3, c'est parti. Oula Dominique, c'est pour toi, ça. Non, ça c'est pour Dominique. Dominique. Allez Dominique. L'ubérisation, c'est un système qui existe aux États-Unis où ils prennent en charge des travaux et ils prennent des employés à temps partiel pour utiliser. L'ubérisation, c'est une... Passe caméra, voyons. L'ubérisation, Passe caméra. c'est... Passe caméra encore. Alors l'ubérisation, c'est un mot qui vient d'Uber pour les taxis. Ça a démarré dans les années 2010. Et cette année, en 2017, ce mot-là, il est rentré même dans la Larousse. La traduction, ça veut dire qu'on veut mettre pas cher dans le quotidien, la vie de... What is uberization? Oh goodness, this is a difficult question. California girls, they're undeniable. Daisy Dukes. L'ubérisation, oh là là, c'est le digital, non, l'omnicanal, le figital. Qu'est-ce que l'ubérisation? Je sais pas. Vous savez pas? Non, demande-moi. D'accord, merci. Voilà, donc
comme quoi je n'étais pas danses toute bien, seule. hein? Oui, je danse bien. Ouais, Je pas ferai mal, une pas petite mal. démo extrait fou la prochaine fois. Messieurs, messieurs et mesdames, madame, est-ce que vous connaissez, vous, l'ubérisation, ça vous parlait? Oui, un peu quand même. Un peu. Bah oui, quand même. Donc moi, j'ai appris quelque chose, mais je n'étais pas toute seule. Donc, ubérisation, qui est du mot Uber qu'on utilise au quotidien, c'est un mot anglais. On l'utilise tellement qu'on a l'impression que c'est un mot français, pas du tout, qui est allemand en fait, tu m'as dit tout à l'heure. Et oui, il est allemand. Et voilà, et qui veut dire sur ou au-dessus, qui était déjà utilisé en 2003 par les Américains pour dire d'un endroit ou d'un restaurant, c'est Uber chic, c'est Uber cool. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà parlé comme ça, messieurs. Vous avez dit c'est Uber cool, non? Elle est Uber belle, elle est Uber belle, elle est Uber bonne, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, en fait, pour essayer de vous resituer par rapport à vos générations, dans les années 60, nous, on disait c'est super chouette. Voilà, dans les années 70, on disait c'est extra. Et dans ma génération, moi, on disait c'est so cool. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc en fait, je me suis dit, si on fait un mix de tout, genre c'est Uber cool avec c'est super chouette, avec c'est extra, ça serait un nouveau mot qu'on mettrait peut-être dans le dictionnaire, c'est la stellarisation. Voilà, puisqu'on le rappelle aussi, Uber est rentré dans le dictionnaire l'année dernière, en même temps que Bertrand Lenôtre à côté de moi, justement. Voilà. Et ça fait très mal d'ailleurs. Ça fait très mal. Voilà, peut-être qu'un jour j'y serai, moi aussi, on sera sur la même page, qui sait. En tout cas, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait ubériser, je sais pas, des ex, peut-être des ex pour les rendre plus intelligents, ou si on pouvait ubériser Bertrand Lenôtre pour lui rendre ou lui redonner ses cheveux, pour ce qu'il en reste. Ça serait bien. Voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, je vais vous laisser parce que, On a oui, été il est là. stellarisé en fait. Est-ce qu'on a oui. Stellarisé. Stellarisé. Je vous donnerai viens la tous vous recette de la stélariser. stérilisation, c'est un truc un peu particulier qu'on peut pas dire comme ça à l'antenne en fait. Oui, hein. il faut, on garde le secret. En On tout cas, garde moi, le je vous laisse secret, parce que j'ai mon Uber C'est qui une est là. potion Je magique, vous donne en fait. rendez-vous la semaine prochaine. Allez, Salut. c'est parti. Merci. Allez, à plus. Et on est reparti pour le sujet du jour avec Jean-Baptiste Siron, cofondateur et CEO de Digit. 100 millions de téléchargements, Jean-Baptiste, on l'a dit, 120 personnes. C'est 45. Oui, 120 personnes, c'était la semaine dernière en fait, c'est 45 personnes. Mais Bientôt. 182 pays, ça c'est bon. Exactement. Une dizaine d'applications. Oui. Ça a commencé par eDigi Mix, en fait, qui était cette application dont DJ tout le monde a virtuel. parlé, qui a été le carton, parce que ça, tout d'un coup, on pouvait mixer avec son téléphone, sa tablette. Ouais. Et derrière, en fait, tu t'es dit, tiens, en fait, si on devenait vraiment un éditeur d'applications, et c'est comme ça que ça s'est lancé sur d'autres apps qui connaissent un énorme succès pour certaines d'entre elles, vraiment. Exactement. Le but, c'était effectivement au début de commencer. Moi, à la base, je suis ingénieur aéronautique et espace, donc rien à voir avec les apps, rien à voir avec l'informatique. Et je voulais faire une application DJ grand public. C'est comme ça que, on va dire, l'entrepreneuriat chez moi, on va dire, est né. Et puis après, tout entrepreneur veut faire développer son business. Et on a rapidement compris qu'une fois qu'on était numéro 1 mondial dans les apps de DJ sur mobile, il fallait faire autre chose. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire du traitement du signal? Donc on peut l'appliquer du traitement de son. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire d'autres apps qui utilisent ça. Et on a commencé à décliner en passant par des jeux de musique. Récemment, on a lancé il y a un mois QuizTube, donc un blind test de vidéo musicale. On a lancé des applications de karaoké, on a lancé des lecteurs de musique pour améliorer la qualité Des sonore. équaliseurs, notamment Des équaliseurs, carton. qui a fait 35-40 millions de téléchargements. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, on a une idée, et puis après maintenant, on va créer une boîte. Dans cette boîte, il faut mettre des gens, donc il faut mettre des talents. Et après, il faut créer vraiment un écosystème et après, on va dire, verrouiller le business. Et donc on s'est dit, d'une app, on est passé à un éditeur d'app, de inconnu à 8e mondial depuis le mois dernier. Donc devant nous, on est le premier français. Il n'y a plus que Spotify, SoundCloud, Shazam. Il faut aller les manger Smule. maintenant. Il faut aller les manger, voilà, exactement. C'est le but de l'opération. Il y a également sur toutes les tables de mixage, on voit ça avec les DJ, il y a le petit curseur qui permet de passer de droite à gauche. Vous avez fait un petit objet connecté avec ce truc-là, Mixfader, qui a connu un joli succès également. Tout à fait. L'idée, c'est dans la même logique. On s'est dit, maintenant, on est un éditeur dans le domaine de la musique. On est en train de devenir un des plus gros acteurs sur mobile dans la musique. Quoi de mieux que d'aller prolonger l'expérience client à travers nos applications avec des objets connectés. Et donc, on a sorti Mixfader, qui était, on va dire, l'expression de ça sur eDJing. Donc, en gros, donner un prolongement de l'expérience physique. On devient réel, en fait, pour nos utilisateurs, nos millions d'utilisateurs. Et ils peuvent prolonger l'expérience avec eux, avec donc, le petit Mixfader. Donc, dans toutes nos applications, il y a une dimension hardware. Comment faire pour créer un objet connecté qui va permettre à notre communauté, en fait, de continuer à vivre avec nous. C'est malin parce qu'il y a l'objet qui génère des applications. Enfin, tout ça est très, très, très lié. En fait, tu connaissais, toi, Perrine, Digit ou pas? Non, je ne connaissais pas avant aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Mais moi, la une musique, boîte- je l'écoute plutôt. C'est une boîte française extrêmement impressionnante par son développement, parce que c'est sur un marché où on n'imagine jamais que les Français peuvent venir. C'est un truc purement réservé aux Américains, en tout cas dans l'idée qu'on en a au départ. On est le seul Il fallait Français du dans le top culot 100, pour dans se le top lancer 30, là-dedans quand même. Tout à fait. Ça n'a pas été simple au début, parce Non. qu'il a fallu quand même turbiner en se disant, bon là on s'attaque quand même à un truc énorme, quoi.
Exactement, sachant que donc, dans le top en France, donc on a dans le top 30, je crois que dans le top 50, on est 2 Français. Dans le top mondial, dans le top 10, on est tout seul. Donc aujourd'hui, c'est un gros challenge, sachant que 98% du marché est international. Problème de localisation. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on travaille sur la musique. La musique, c'est universel, ça fédère les gens. Cependant, on a quand même un gros boulot de localisation à faire. On est dans 15 langues. Donc on a des traducteurs, on sous-traite beaucoup de traductions sur toutes nos applications. C'est un business, on va dire, assez ambitieux, mais on va dire en France, on a des entrepreneurs très ambitieux. Donc normalement, si tout continue comme ça, on devrait pouvoir, on va dire, réussir et arriver normalement d'ici fin d'année dans le top 3. Top 3, fin d'année. On note. Connaissiez ou pas? Pas du tout. Alors moi, je suis fasciné parce que c'est pas mon monde du tout. Non, alors, pas du tout. T'es pas DJ à tes heures? Ah non, et pas très musique non plus, c'est comme ça. Mais alors, par contre, moi, les questions, c'est... Oui, voilà, je comprends les objets connectés et l'astuce, mais sinon, au départ, le métier, enfin, le modèle économique, ça consiste à vendre quoi? L'appli? C'est à l'intérieur de l'appli que ça se passe? Alors, c'est un modèle d'app. Donc, le modèle des apps, c'est, on va dire, ce qui marche. Donc, il y a soit le payant en frontal, soit le freemium. Le freemium, c'est, je télécharge gratuitement et après, j'achète des achats dématérialisés, soit un abonnement à un service, soit une fonctionnalité. Donc le business model, donc nous on est en pur freemium, c'est-à-dire que tout est gratuit, on rentre chez nous, le client après il adhère, il devient addict et à ce moment-là il se met à débloquer, à acheter des fonctionnalités. Et alors qu'est-ce qu'il achète le plus par exemple? Le parc installé, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils achètent en premier en termes de fonctionnalités Alors ça dépend des applications, mais notamment sur une application de DJ, ils vont acheter des fonctionnalités pour mettre des effets. Et sur un player de musique comme Equalizer, ils vont acheter par exemple le fait de plus avoir de publicité. Donc aujourd'hui il y a certaines applications, on a quand même 90% de nos apps qui sont monétisées par la pub, parce que l'application est gratuite, mais en contrepartie, vous avez de la publicité. Et là, aujourd'hui, on monte beaucoup sur ce business-là parce qu'on diffuse quand même des centaines de millions de publicités par mois dans notre parc d'applications, donc notre parc de clients. Et aujourd'hui, une fonction, ça peut être « je veux plus de pub », donc je paye pour plus avoir de pub, ou « je veux une fonctionnalité ». Donc c'est un mix, en fait, on cherche à créer on crée un besoin en fait, à l'utilisateur. Une fois qu'il est chez nous, il a envie de continuer à avancer, de progresser, on crée un besoin et à ce moment-là, il va acheter. Donc n'importe quel type de... On va dire, tout se vend dans une application. C'est à vous après de mettre votre limite. On vend aussi du contenu. Donc on a travaillé avec des artistes. Dans certaines de nos applications, il y a des artistes qui créent, on va dire, des loops, des bouts de musique, etc. et qu'on vend. Donc en fait, on essaye, en résumé, de trouver tout moyen, toute opportunité d'aller vendre quelque chose à l'utilisateur. Et si Jérémy, tu as une question, toi? Moi, je suis hyper admiratif, mais parce qu'en fait, c'est une succession de succès. C'est-à-dire que tu as réussi à devenir leader mondial avec Edging, ensuite à lancer un objet connecté, ensuite à te diversifier. Donc pour le coup, je trouve ça vachement bien. Moi, ma question, c'est plutôt sur quoi tu veux te développer dans ce que tu n'as pas encore fait. C'est-à-dire que si tu te projettes un tout petit peu sur les 2 prochaines années, je ne vais pas te dire 10 ans, parce que 10 ans, c'est un autre monde, un autre métier, mais est-ce que tu as d'autres pistes de choses que tu vas aller explorer, alors peut-être encore dans la musique, mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Alors oui, alors on a une vision très court terme comme toutes les startups, et une vision qui nous fait rêver, qui nous tient, c'est plutôt notre ambition. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à créer vraiment un écosystème dans la musique. Ça veut dire qu'à la fois, on veut pouvoir aller parler à tous les utilisateurs, on va dire, d'essayer de trouver une logique dans la musique. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils sont perdus, il y a des logiciels, il y a des apps partout. C'est compliqué d'apprendre la musique, c'est compliqué d'appréhender la musique. Nous, on s'est dit, on va créer un écosystème où quand l'utilisateur rentre chez nous, il va pouvoir découvrir qu'est-ce que la musique, quels sont les usages de la musique, à travers plein d'applications, des jeux, des applications de création, des applications pour apprendre le solfège, des applications, tout type d'application qui va, on va dire, faire découvrir aux gens qu'est-ce que la musique. C'est pas une science de pensant, la musique. Ça appartient à tous, et nous, le but, c'est d'avoir cet écosystème, on va dire une sorte de Facebook de la musique, où on aurait des gens qui vont télécharger des applications, découvrir la musique, apprendre, créer du contenu, partager ce contenu à travers la communauté. Donc la vision plutôt long terme, c'est plus une vision de médias dans la musique où on a vraiment une vraie communauté, donc sur effectivement plein d'applications, mais dans le but d'aller apprendre, découvrir, créer, partager de la musique. Sur la vision, on va dire, un peu long terme. Oui, ça fait rêver, parce que là, c'est clairement beaucoup plus large en spectre que toutes les boîtes qui existent en ce moment sur le marché. Ouais. On n'a que du monoproduit aujourd'hui. Spotify, c'est beaucoup plus large. C'est je reconnais. Nous, c'est aujourd'hui la musique, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un gros iceberg. En haut, il y a la petite pyramide que tout le monde regarde. Tu travailles dans la musique, tu fais comme Spotify. Non, Spotify, c'est le streaming. Voilà, et tout le reste qui est en dessous, l'eau, c'est le jeu, c'est l'apprentissage. C'est la production, c'est la création, et voilà, là il y a toute une infinité en fait de possibles à faire. Et le but de Digit,
c'est d'arriver à démocratiser l'usage de la musique à travers tout un type d'expérience, hardware ou software. Ça passe par le marché américain, obligatoirement ou pas? 20% du marché. Mondial, c'est les États-Unis. Ça veut dire qu'il faut les séduire eux et ensuite ça déclenche ou... En fait, si ça marche pas aux US, généralement, ça marche pas dans le reste du monde. Mais en tout cas, les early adopters sont là. Mixfader, ça fait un carton aux États-Unis en ce moment. C'est vraiment les États-Unis qui s'arrachent des Mixfader. En France, c'est vraiment ça, c'est les prémices. On voit vraiment que le marché américain est beaucoup plus en avance sur tout ce qui est digital. Il y a des DJ stars qui se sont emparés du truc en disant ça, c'est génial, qui ont essayé. Et là, évidemment, quand ils font une vidéo, c'est du bonheur à établir pour vous. C'est des millions de vues sur certains, mais voilà, sur certaines vidéos avec certains grands DJ. C'est vraiment on va dire la démonstration, en tout cas l'expression de ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment qu'il y ait des artistes d'un côté, des grands consommateurs de l'autre, dans le but d'aller essayer d'organiser un peu ce monde de la musique qui aujourd'hui est très obscur, très compliqué. Il y a d'autres problématiques, on en parlait tout à l'heure, il y a les brevets, il y a les problèmes géopolitiques, etc. Mais dans la musique, c'est un sous-ensemble et il y a encore une infinité de problèmes que nous, on essaye de résoudre entre les droits, les ayants droit, les catalogues. Bon, voilà. Bon, dans quelques jours, c'est le 21 juin. Le 21 juin, on fête la bringue parce qu'il y a 100 millions de téléchargements à fêter. Il y aura une grosse annonce apparemment. Exactement. Il y aura une grosse annonce apparemment. Il y aura une très grosse annonce. Il paraît qu'il y aura une grosse annonce. Exactement. Donc je vous donne tous rendez-vous donc, le 21 juin. On préviendra la SACEM d'ailleurs de la soirée. Et oui, effectivement, on a des très belles choses à vous annoncer. Et on est très fiers en tout cas d'avoir réussi à faire ça en France, à Boulogne-Billancourt. Merci d'être venu dans cette émission, Jean-Baptiste. Ça fait des années que je suis un peu le parcours et c'est toujours passionnant de voir comment ça évolue et comment ça évolue bien, cette histoire de Digit. À bientôt. Merci Perrine d'être venue également. Dis donc, merci d'avoir retrouvé ta hauteur de vue. Merci à la régie de m'avoir apporté un nouveau tabouret. Ça, c'est plutôt rassurant quand même. Et merci Emmanuel. C'était le numéro 72. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures connectées. Salut à tous.